Jacques Rancière, bonjour. Merci Bonjour. beaucoup pour cet entretien, pour le site Toute la Culture, à l'occasion notamment de la sortie de votre ouvrage Les 30 Inglorieuses, scènes politiques, publié aux éditions La Fabrique. La première question, avant de venir au livre, c'est qu'est-ce qui vous a amené à la philosophie? Ce qui m'a amené à la philosophie, je pense que à l'époque, c'était bon, la personnalité de Louis Althusser, si vous voulez, qui était la personne qui s'occupait de la philosophie à l'école normale supérieure. Ou à l'époque, bon, j'aurais pu faire de la littérature aussi. Et voilà, tout simplement, bon, en philosophie, disons les gens avec qui je pouvais travailler, bon, étaient plus intéressants peut-être. Et puis la philosophie était plus difficile, quoi. Donc j'avais un côté un peu défi. Bon, je savais que j'aurais pas de problème à faire des études de lettres, des études de philosophie. Bon, j'avais vu Althusser, mais d'abord dit, oh, je peux pas vous garantir. Donc je me suis dit, ah bon, je peux pas me garantir, donc c'est intéressant, quoi. Voilà, donc, bon, bien sûr, on peut dire aussi que je m'intéressais à la philosophie en général, mais la question de faire des études est différente de la question de l'intérêt. D'ailleurs, dans une interview, il me semble que vous parliez même d'archéologie. D'archéologie, non, enfin, oui, oui, j'avais voulu être archéologue, j'avais fait l'école normale d'abord parce que je voulais être archéologue quand j'avais 12 ans, mais à l'époque on m'avait dit qu'il faut faire l'école normale pour ça, donc j'ai fait l'école normale, mais après, non, après, entre-temps, je crois que j'avais dû voir un documentaire où il y avait des énormes serpents, etc. Alors bon, du D'accord. coup, voilà, ma passion s'était un peu atténuée. Et durant cette période justement où vous avez été amené à vous intéresser à la philosophie et justement à l'école normale supérieure, à rencontrer Louis Althusser, quelles ont été vos premières sources d'inspiration d'un point de vue de la philosophie, du point de vue de la philosophie? C'est difficile à dire parce qu'à l'époque, bon, j'avais un rapport compliqué à la philosophie. C'était une époque où, au fond, la philosophie pour moi, c'était la fin de la philosophie. Je veux dire que oui, j'ai dit une fois que j'étais un peu entré dans la philosophie par la porte de sortie. Donc, mon intérêt, et c'était à l'époque bon, les textes du jeune Marx, l'idée comme ça qu'il faut sortir précisément de la philosophie pour aller vers la vie. Donc, c'était une situation un petit peu contradictoire parce que j'ai commencé effectivement à faire des études de philosophie en même temps avec une espèce d'idée que la philosophie était quelque chose qui devait être dépassé, se dépasser pour devenir monde. Voilà, donc si vous voulez, à l'époque, je ne faisais pas tellement de philosophie classique, quoi. J'en avais fait bon, quand j'étais en hypocagne, en cagne, mais à l'époque, disons, je m'intéressais plus au fond, au monde extérieur, à la transformation du monde, que à la philosophie elle-même. Mais d'ailleurs, il y a ce débat en philosophie, souvent on se demande si c'est d'ailleurs la phrase de Marx qui disait que la philosophie, maintenant on a souvent euh, contemplé le monde et maintenant il faut le transformer. Justement, c'est quoi votre regard par rapport à la philosophie? C'est quoi son objectif? Bon, maintenant, je dirais que oui, j'ai un petit peu pris mes distances avec l'opposition même entre interpréter et transformer, parce qu'on vit dans un monde où on se rend compte malgré tout que ce qu'on appelle interprétation fait partie en réalité de ce monde, c'est partie vraiment, on peut dire, de la structure sensible, intelligible de ce monde. Donc moi, je suis plus dans l'idée de passer de la théorie à la pratique ou mettre en pratique la théorie. Bon, je pense que ce qu'on appelle théorie est une manière aussi de se comporter dans le monde, une manière aussi finalement de contribuer à une intelligibilité du monde, une manière d'y être. Donc par conséquent, bon, maintenant mon rapport à la philosophie est un rapport à bon, un essai pour un petit peu pour font casser font tous les systèmes d'interprétation existants, voilà, pour essayer de sortir de tous ces discours Faire qu'on avancer le qu'on parcours. voit aujourd'hui qui véritablement structurent un petit peu en quelque sorte, ordonnent notre perception. Donc voilà, pour l'instant, ce qui est pour moi le travail de la philosophie, de briser un petit peu à la fois les barrières disciplinaires et de briser les systèmes d'interprétation déjà en place, quoi. Ok. Bah, c'est justement l'objet même de votre dernier ouvrage, des 30 glorieuses scènes politiques. Par rapport à l'ouvrage, justement, j'avais cette question. Euh, Pourquoi est-ce que c'est le contexte actuel qui vous a poussé justement à regrouper cet ensemble d'interventions prononcées ou publiées entre les années 90 et 2021 est-ce que c'est le contexte qui justement vous a poussé à rassembler ces textes?
Bon, disons qu'il y avait eu un premier rassemblement de textes donc, qui avait été fait il y a 12 ans, donc, à la demande d'abord d'un éditeur canadien. En fait, c'est mon éditeur, donc c'est la Fabrique qui a eu l'idée de reprendre ces textes, si vous voulez. Donc c'est pas mon initiative, je ne me suis pas dit tout d'un coup il faut absolument que, disons, j'intervienne dans l'actualité politique. J'ai un rapport quand même un peu distant à l'actualité politique. Donc voilà, il y avait cette demande de reprendre des textes anciens, d'y ajouter des textes nouveaux. Et au fond, à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait un petit peu faire autre chose que simplement, disons, reprendre un livre avec des textes en plus, qu'il fallait essayer de lui donner une structure. C'est un petit peu à ce moment-là que j'ai décidé d'une certaine coupure temporelle et au fond d'essayer de caractériser la période. Mais justement, ce qui est intéressant avec l'ouvrage, c'est que ça commence du coup avec notamment les lois Pasqua, les lois Mm. Ménury, Oui. et puis vers la fin, du coup, on commence à voir apparaître les mouvements des Gilets jaunes, Nuit debout, et puis aussi l'état d'urgence dans lequel on est. Et, euh, et est-ce que, alors que, puisque justement le propos du livre, c'est de montrer que le consensus qui a démarré avec le livre de Fukuyama notamment, euh, est-ce qu'il y a comment ça se fait qu'aujourd'hui il y a autant de. Ce consensus ne fonctionne pas et comment ça se fait qu'aujourd'hui, peu à peu, on se rend compte qu'on est dans une situation où au final il y a de plus en plus de difficultés à s'entendre sur certains sujets. Bon, disons d'abord que ce que je définis comme consensus, c'est pas du tout le fait que finalement on s'entende et qu'on essaye de discuter un petit peu de manière sympathique pour confronter les opinions. Ce que j'ai appelé consensus, c'est en un sens le contraire, à savoir l'imposition d'un ordre du monde où on ne peut que consentir, quoi. Donc ce que j'ai appelé consensus, fondamentalement, c'est une espèce au fond de devenir un du monde. Bon, c'est-à-dire le consensus, c'est ce qui succède bon, au partage du monde en deux qui a donc été, disons, notre situation jusqu'en 1989. Donc le consensus, au fond, c'est le moment où s'impose la réalité d'un seul monde, et d'un seul monde qui est en quelque sorte l'alliance entre bon, un régime, bon, un système économique, qui est le système du capitalisme absolutisé, et puis, disons, un régime politique qu'on appelle démocratie, et qui est, bon, disons, système oligarchique représentatif. Donc voilà, le consensus, c'est d'abord, au fond, ça, et c'est une certaine manière de penser le présent comme absolument contraint par la nécessité. Donc le consensus, j'ai quelquefois dit, c'est une espèce de transposition de ce qui était, là, au fond, la pensée marxiste du fond de la nécessité historique, à ceci près que la nécessité historique, c'est plus la révolution, mais c'est la reconduction, disons, ad aeternam d'un libre marché absolutisé. À la lecture, ça m'a fait penser au film Un pays qui se tient sage de David Dufresne, où justement il y a une dame qui parle du fait que la démocratie c'est le dissensus, Oui, le fait de ne pas oui, toujours être oui. d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et sur quoi se fonde la démocratie si ce n'est pas ce qui nous est proposé depuis. Bah, disons que la démocratie au sens strict, c'est quelque chose comme le pouvoir qui ont pas de ceux qui n'ont pas de raison d'exercer le pouvoir. C'est-à-dire c'est précisément ce type de pouvoir un peu paradoxal qui n'est pas fondé sur une supériorité, bon, qu'elle ce soit une supériorité de naissance, de science, de richesse ou que sais-je. Donc la démocratie fondamentalement c'est ça. Bon, alors, ça a été bon, un système politique, bon, disons, notamment bien sûr dans certaines cités antiques. Donc c'est-à-dire c'est fondamentalement un système de pouvoir sans aucune délégation et fondé sur l'idée d'une égale capacité de tous. Bon, donc bon, bon, fondamentalement, donc c'est quelque chose comme un pouvoir des égaux en tant qu'égaux, quoi. Or, bon, on vit dans des systèmes où on peut dire qu'au contraire, disons, on a une espèce d'oligarchie qui se reproduit elle-même bon, par des mécanismes bon, que l'on connaît et qui par ailleurs de plus en plus se soutient de l'idée que c'est la science, la nécessité objective, voilà donc. Et donc par rapport à ça, la démocratie, c'est pas simplement le fait que, et bon, c'est bien d'avoir des désaccords, c'est que fondamentalement on est quand même dans une espèce d'opposition claire entre deux logiques, une logique où il y en a qui sont là pour gouverner et d'autres pour obéir, et une logique où, disons, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de séparation entre le fait de gouverner et celui d'être gouverné. Et par rapport à ça, par rapport même à la question aux enjeux démocratiques, aujourd'hui notre vie démocratique est structurée surtout autour de partis politiques. Et là, on le voit, je ne sais plus dans quel ouvrage j'avais vu notamment, mais avec cette phrase notamment sur le fait que comme on est sorti de cette époque de l'Holocène et puis qu'on est
l'anthropocène, même Mm. ce que disait Oui. Frédéric Landon, qu'on est rentré dans une âge capitalocène. Est-ce que les partis ont encore un sens aujourd'hui, les partis de gauche et de droite? Bah, c'est-à-dire, bon, je ne sais pas s'il faut rapporter ça, disons, à une espèce de, disons de grand partage, si vous voulez, des âges du monde. Les partis ont encore, bon, ont un rôle, disons, dans une logique, bon, qui est bon, extrêmement spécifique, quoi, qui est la logique, effectivement, d'exercice du pouvoir oligarchique, faussement nommé démocratie. Donc voilà, bon, disons, les partis ont bon, un rôle, en quelque sorte, bon, de candidats à l'exercice du pouvoir oligarchique ou de manière éventuellement alternée. Donc, je veux dire que d'une certaine façon, ils ont, bon, on peut dire que les partis n'ont pas véritablement de rôle au sens où, disons, ils proposeraient une espèce de vraiment de réponse globale à l'état du monde, une réponse globale au destin de la planète. Bon, ça c'est clair, quoi. Bon, cela dit, on est dans une espèce de régime, voilà, qui a ses lois de fonctionnement et qui est fondé sur le fait que des partis, bon, alternent au pouvoir, y compris pour faire des politiques qui sont à peu près semblables. Donc, à la fois, on peut dire que la différence entre les partis n'a plus aucun sens, ou a très peu de sens, mais qu'en revanche, bon, bien sûr, bon, bah, on est dans cette logique-là, quoi. Les politiques publiques sont assez semblables de gauche à droite, et puis on voit qu'au fait, au final, il n'y a pas beaucoup de différence entre Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron aujourd'hui. Et, euh, et justement, il y a aussi dans ce système dit démocratique, ce que vous évoquez dans le livre, l'État a un mode de gestion assez insécuritaire. Vous parlez notamment du racisme d'en haut Mm. que l'État fait. Et qu'est-ce que cela dit en fait de l'État aujourd'hui? Qu'est-ce que ça dit de son État? Bon, disons, aujourd'hui, bon, les États nationaux gèrent gèrent en quelque sorte les retombées locales, à la fois les conditions locales et les retombées locales disons, d'un ordre du monde. Qui est l'ordre donc défini par un système économique qu'on appelle vraiment, je me demande bien pourquoi néolibéral, puisqu'il n'y a rien de libéral. Donc moi j'appelle le système du capitalisme absolutisé, c'est-à-dire du capitalisme appliqué, on peut dire, à toutes les formes de la vie, quoi, fondé donc sur la marchandisation, on peut dire, de tous les aspects de la vie. Donc voilà, bon, nos États, disons, sont là pour, disons, assurer les conditions de ce système et éventuellement, bon, en gérer les retombées, bon, du genre, bon, savoir quoi faire des gens quand on a fermé les usines, qu'on les a envoyés à l'autre bout du monde. Donc ils sont là essentiellement pour ça. Et cela dit, bon, le problème, c'est que ils font la libre circulation des marchandises, bon, à disons, cet autre côté, qui est la libre circulation des personnes. Et bon, on voit bien que nos États, essentiellement, sont là pour, d'un côté, bon, favoriser la libre circulation des marchandises et, disons, essayer de gérer toutes les conséquences que ça a, et en même temps pour bloquer la circulation des personnes qui essayent, bon, d'aller simplement à l'endroit où ils peuvent vivre mieux. Donc bon, nos États, c'est ça. Donc on a annoncé à un moment donné que, oui, que maintenant désormais c'était l'État modeste, puisque bon, finalement si c'est l'organisation de l'économie qui compte, l'État disparaît, que s'il y a bon, une espèce de gouvernement mondial, bon, bah, l'État disparaît, mais c'est absolument pas vrai. Les États continuent à être là pour gérer à la fois les conditions de libre circulation des marchandises et des richesses, disons, et en même temps, bon, bloquer la circulation des personnes. Donc l'idée de l'État modeste est complètement fausse. C'est-à-dire l'État est de moins en moins modeste, et de plus en plus, disons, s'affirme comme justement responsable de tous les aspects de notre vie. En fait, il y a une reconfiguration de l'État. Oui, en configuration de l'État, bon, disons, on a plus ou moins raconté, voilà, maintenant c'est fini, avant c'était l'État-providence, maintenant, non, disons, c'est l'État modeste, mais c'est absolument pas vrai, parce que d'abord, ce qu'on appelle l'État-providence, en réalité, c'est un système
un système de sécurité sociale, de système de pension, etc., qui était largement en fait fondé sur la participation des travailleurs et disons même en partie géré par les organisations. Donc c'était pas vraiment l'État-providence. Mais en revanche, maintenant, on peut dire que oui, c'est l'État-providence parce que dans la mesure où on supprime toutes justement les structures de solidarité horizontale, bon, reste effectivement le rapport de l'État global à chacun de nous. Justement, il me semble que les caisses, elles sont plus gérées directement par les salariés, par les travailleurs. Je ne sais plus très bien exactement où en est l'état de, disons, effectivement, gestion des caisses. Mais de toute façon, bon, de plus en plus, disons, ce qui étaient les prérogatives un petit peu au fond, des organisations sociales, devient des prérogatives de l'État. C'est-à-dire que, bon, enfin, alors, du capital, on voit bien qu'au fond, ce qui était la part, disons, de la solidarité sociale, maintenant, doit être un peu réparti entre l'État et puis, bon, les formes de l'assurance privée, quoi. Ouais. Et cette configuration, elle est accélérée d'autant plus ces dernières années avec toutes ces politiques qui sont menées notamment par Emmanuel Macron, où on voit qu'il y a vraiment une accélération. Et on y reviendra après, notamment avec les différents mouvements. Avant cela, en fait, je souhaitais aussi revenir un peu en arrière. Vous parliez de Louis Althusser, Oui. et vous avez participé notamment à l'ouvrage Lire le Capital. Et est-ce que aujourd'hui, cette relecture du Capital que vous avez faite, aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait une nouvelle relecture du Capital? Est-ce que le Capital est encore en mesure d'apporter des réponses aux crises actuelles? Est-ce que l'interprétation est toujours valide par rapport à tout ce qui a été dit juste avant? Bon, c'est-à-dire, bon, tout dépend comment on considère le capital. Bon, si on considère comme, au fond, l'analyse d'un certain fonctionnement, un certain fonctionnement du capital, bon, on peut dire que cette analyse reste valable pour le type de capitalisme que Marx a étudié, que, bon, malgré tout, on est quand même dans une autre configuration aujourd'hui du capitalisme. Bon, ce qui veut dire aussi que, voilà, là, Marx a quand même fondé. Marx a toujours eu du mal à fonder une politique sur ces analyses économiques. Et au fond, tout le marxisme historique a été on peut dire, une sorte de tentative pour vraiment combler un petit peu la brèche, faire que l'analyse du capital, qui en elle-même ne portait au fond aucune conséquence politique, se transforme en une politique proprement dite. Bon, alors, bon, je pense que c'est quelque chose qui est devenu aujourd'hui de moins en moins de moins en moins possible. Bon, disons qu'on ne va pas revenir sur toute l'histoire du marxisme, et notamment sur l'histoire du marxisme d'État. Mais ce qui est sûr, c'est que, bon, je pense que on peut toujours en revenir à une espèce de fondement, si vous voulez, de l'analyse marxiste pour, disons, mettre en cause le fonctionnement du capital et, disons, les interprétations qui sont dominantes. Mais en même temps, bon, je pense pas qu'en relisant de près le capital, on va trouver des armes, parce que la question aujourd'hui n'est pas tellement d'avoir la bonne analyse économique, la question est de savoir quelles forces peuvent s'opposer à l'état du monde actuel. Et ça, c'est possible par l'émancipation des individus? C'est possible, disons que bon, l'émancipation, c'est pas simplement le fait que les individus s'émancipent. Enfin, disons, l'émancipation sociale, c'était un mouvement qui était un mouvement collectif, un mouvement à la fois individuel et collectif. Bon, donc, qui a eu un rôle historique extrêmement important, mais qui en même temps était lié aussi à toutes les formes, disons, toutes les formes de collectivité qui existaient à l'ère industrielle et qui ont été, disons, un peu systématiquement, justement, démolies par l'offensive du capitalisme absolu. Donc aujourd'hui, bien sûr, il y a toujours des gens qui s'émancipent, il y a des rassemblements d'émancipés, mais il est clair que ces rassemblements d'émancipés n'ont pas sur le système l'effet qu'ont pu avoir les grands mouvements ouvriers de l'époque classique. Et justement, dans vos œuvres, que ce soit dans Le Maître ignorant, que ce soit dans Le Spectateur émancipé, ou même dans La Nuit des prolétaires, cette question de l'émancipation est très importante, elle est même fondamentale. Et moi, la question je trouve les travaux très intéressants, et à chaque fois, notamment de par mon engagement associatif, je me pose cette question-là. Comment éviter cet abrutissement que vous évoquez? Comment éviter cette inégalité des intelligences qu'on met aujourd'hui, à notre époque?
Ça, je pense que c'est quelque chose comme un travail quotidien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de loi, il n'y a pas de loi de l'émancipation. Pour moi, ce qui était important dans mon analyse de l'émancipation, c'était de dire l'émancipation, c'est pas une espèce de but, bon, à la manière effectivement marxiste traditionnelle, à savoir on crée les bases d'un autre monde et puis après ça, bon, les gens profiteront de la liberté et de l'égalité. Non, ce que j'ai un peu mis en lumière, ce sur quoi j'ai insisté, bon, notamment dans La Nuit des prolétaires ou dans le Maître ignorant, c'est que l'émancipation n'est pas une conséquence, mais que c'est un point de départ. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le mouvement ouvrier a commencé par des gens qui décident de ne plus être ouvriers à la manière dont on va être ouvrier dans la logique du système. Donc qui décident de rompre avec le type de destin, avec le type d'emploi du temps, avec le type d'expérience sensible que le système a assigné à l'époque aux ouvriers. Donc voilà, ça aujourd'hui, bon, on peut dire que l'émancipation, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire que, d'autant plus que les grandes structures collectives ont disparu, c'est une affaire de gens qui, bon, à la fois individuellement et dans une action collective, décident de se rendre capables de ce dont on les déclare non capables. Et évidemment, on vit dans un monde où de plus en plus, toute chose est censée pour dépendre d'une solution globale, une solution globale qui peut bien sûr ne peut être assurée que par les forces globales, que par les grandes puissances, que par ceux qui dirigent les grandes puissances. Donc l'émancipation, c'est essayer de sortir de cette logique. Et bon, alors ça, bon, ça se fait à des niveaux qui sont plus ou moins modestes, ça c'est clair, quoi. Mais en même temps, oui, pour toute action associative par exemple, il y a ça au point de départ. C'est-à-dire que dans un monde où en principe, au fond, tout doit être réglé par en haut, on décide qu'on peut régler les choses par en haut. Et on essaye d'avoir jusqu'où on peut aller dans cette logique. Ça fait très penser à l'école de Chicago et à ce qui a pu être mené notamment par Solalinsky, notamment, avec règles pour les radicaux. Oui, ça, je connais pas bien ça, donc je ne pourrais pas vous répondre là-dessus. Je vous laisse effectivement voir un petit peu les rapprochements. Il y a, par rapport à ce qui vient d'être dit, il y a aussi un passage qui m'a beaucoup plu et qui m'a aussi interpellé aussi à la lecture des 30 Glorieuses, c'est le passage en mai 68. Oui. Étant donné que ce n'était pas ma période et puis qu'aujourd'hui on voit beaucoup de... Moi j'ai grandi avec justement ce discours, cette relecture de mai 68, notamment ce que vous évoquez dans le livre, avec notamment la relecture de Nicolas Sarkozy en 2016. Oui. Et c'est vrai que même quand j'étais au collège par exemple, il y avait une certaine lecture de mai 68 qui était proposée. Et justement, aujourd'hui, la question se pose, c'est de savoir quel est l'héritage de mai 68. Et justement, dans l'ouvrage, il y a aussi ce passage-là, et c'est aussi une question que je me pose au quotidien. J'ai l'impression parfois que notre université tend, notamment avec ce qui est proposé aujourd'hui, à être orientée vers la question de l'emploi. Est-ce que c'est cela en fait qui reste de mai 68, c'est de dépasser cette question du rapport entre le monde universitaire et l'emploi en fait, Bon, oui, c'est quelque chose, quand même une très vaste question. Disons que bon, il y a un aspect qu'on peut dire universitaire en mai 68, mais il y a quelque chose de beaucoup plus large, quoi. Donc effectivement, bon, même 68, le cœur de la chose au départ, c'était effectivement une lutte engagée contre une certaine modernisation de l'université, qui visait justement à la mettre, au fond, à l'adapter au monde contemporain, c'est-à-dire effectivement à l'adapter aux transformations du monde du travail et au fond à le faire entrer dans une espèce de logique, là encore, on peut dire consensuelle en un sens, quoi. C'est-à-dire au fond, il y avait à l'époque une grande idéologie moderniste du genre, bon voilà, on n'est plus dans le monde des conflits d'hier, on n'est plus dans le monde de la division des classes, on est dans une espèce de monde où finalement même le capitalisme, disons, travaille pour le bien de l'humanité, enfin à peu près, je caricature, mais c'était quand même un peu ça, disons, le modernisme de l'époque. Et donc voilà, 68, c'était d'abord un peu une réaction à ça. Bon, il y avait les grands mots d'ordre du genre, nous ne voulons pas travailler pour devenir les cadres, nous ne voulons pas travailler pour exploiter les ouvriers. Donc voilà, bon, il y avait ça, il y avait cette espèce de volonté de la gauche étudiante de sortir justement de son rôle premier un petit peu
de diriger l'exploitation, une volonté aussi justement de s'ouvrir à cet autre monde qui était le monde ouvrier. Ça, c'était un aspect important. Et puis, il y avait un aspect, je dirais, qui m'intéresse parce que, alors, rétrospectivement, quoi, c'est-à-dire que il y a comme une espèce de contradiction inhérente en 68, à savoir, d'un côté, les étudiants créent une certaine forme, dire, font d'action démocratique autonome, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de logique, interne où enfin, on part d'un certain point du système dominant et on essaye de traverser un petit peu toute la logique du système social à partir de ce point. C'est-à-dire que voilà, alors, en l'occurrence, donc en 68, on décide que la question des examens, c'est la question de l'université, que la question de l'université, c'est la question de tout l'ensemble du système social, et au fond, on essaye de définir une espèce de dynamique d'action autonome à partir de là, quoi. Et en même temps, 68, il reste entièrement sous le modèle léniniste, sous le modèle de l'avant-garde ouvrière, et voilà, il y a cette espèce de contradiction qui est en 68 entre deux logiques, une logique démocratique, au fond, de l'action autonome à partir d'un certain point du système, et puis une logique de la nécessité historique et de l'avant-garde, etc. Et bon, bien sûr, disons rétrospectivement, avec l'effondrement du communisme, avec la désindustrialisation, avec l'affaiblissement de la classe ouvrière, on se rend compte que mieux finalement que de cette espèce d'enjeu, c'est-à-dire que maintenant on n'est plus à se demander s'il faut que ce soit la classe ouvrière organisée sous la direction du parti qui dirige les choses, ou si c'est les étudiants, parce que d'une certaine façon, les seuls mouvements qui existent, sont des mouvements type 68, c'est-à-dire des mouvements qui partent d'un point donné du système de la domination et qui essayent de rassembler à partir de là, on peut dire tous ceux qui veulent se rassembler, c'est-à-dire justement sans être, disons, organisés en syndicats, organisés sur un mode d'organisation professionnelle. Donc voilà, en 68, c'est une espèce de point de tension entre ce modèle ancien de l'avant-garde et puis un modèle nouveau, on peut dire, où il y a des sortes de rassemblements démocratiques égalitaires qui se constituent à partir de points déterminés et qui essayent d'universaliser un petit peu le conflit, quoi. Bon, c'est ce qu'on a connu effectivement à travers les mouvements des places, à travers les indignés, à travers Nuit debout, les gilets jaunes, et puis donc pour moi l'intérêt de 68, de repenser 68, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que 68 a été à la fois comme une espèce de couronnement d'une vision de l'histoire et en même temps un moment de rupture, et je pense qu'il faut repenser justement pour comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire ce qui suppose en même temps une espèce de critique, pas simplement de la volonté de liquider du genre Sarkozy, ce qui est parfaitement normal qu'il veuille liquider, mais aussi une critique de toutes les interprétations un peu superficielles, sociologiques, qui ont fait de 68 un petit peu quelque chose comme une espèce de mouvement de petits bourgeois qui avaient été nourris par l'abondance des 30 glorieuses et qui voulaient jouir davantage de la vie, etc., quoi. Et maintenant, on serait dans les 30 piteuses. Oui, enfin. Oui. L'analyse. Oui. Par rapport au mouvement, vous parlez des indignés, des gilets jaunes et de Nuit debout. Ces mouvements, le mouvement des gilets jaunes, ce week-end, il y a eu le convoi des libertés où on enregistre. Et ce mouvement des gilets jaunes, notamment, moi je pense à l'acte 3, justement, tout à l'heure je parlais de Un pays qui se tient sage, qui évoque justement l'acte 3, notamment des gilets jaunes. Qu'est-ce qui manque à ces mouvements pour justement provoquer une bascule et provoquer tout simplement un rassemblement beaucoup plus large, et ce qui est l'ordre établi change en fait, que le statu quo change? C'est extrêmement difficile. Si on savait ce qui manque, si on savait ce qui manque, ils le sauraient eux aussi. Et le problème fondamental, c'est que, oui, pendant très très longtemps, les mouvements de révolte étaient adossés à l'idée d'une sorte de logique historique, qui faisait que le capitalisme devait être détruit par le développement même de l'économie, de la classe ouvrière, et ainsi de suite, quoi. Or, ce qui s'est passé, c'est exactement l'inverse, à savoir que le capitalisme a largement détruit, disons, ceux qui devaient le détruire.
donc, et enterrait ceux qui devaient être les fossoyeurs. Donc voilà, bon, on est dans cette, dans cette logique, bon, et où effectivement, en plus, dans la mesure où la loi du capital est devenue vraiment une loi qu'on peut dire bon, globale, internationale, gérée par toute une série d'organisations bon, interétatiques, et, bon, et autres types d'organisations. Voilà, y a, disons, une espèce de grande difficulté au fond à trouver quelque chose comme le point où le point où l'ennemi est attaqué, quoi. Bon, qu'est-ce que bon, voilà, disons quand une usine de milliers de travailleurs était en grève occupée, etc. Bon, disons en quelque sorte le rapport de force était clair, quoi. Bon, que des milliers de gens se réunissent dans la rue pour protester contre l'ordre des choses. Bon, quelquefois ça réussit. Bon, je veux dire, bon, il y a bon, certains succès qui ont été obtenus. En 95, bon, le gouvernement a reculé, de même au moment du contrat premier emploi. Donc voilà, il y a eu des luttes, mais clairement, bon, la question aujourd'hui, c'est qu'on peut dire, je peux dire que chaque chose, et donc y compris éventuellement une taxe sur les carburants qui apparemment n'est pas grand-chose, chaque chose, d'une certaine façon, si on la traite jusqu'au bout, conduit à, dire, bon, à tout toute la question de l'ordre mondial, quoi. Et en même temps, je dirais où constituer véritablement la bataille contre cet ordre mondial, bon, c'est devenu extrêmement difficile. C'est une difficulté qui est absolument objective. C'est pas si les gens avaient eu bon, une meilleure lecture stratégique ou que sais-je, que ça aurait pu comme ça se résoudre. Non, je crois qu'il y a une espèce d'aporie par rapport au fond à tous les modèles révolutionnaires classiques qui n'a pas été résolu, pas parce qu'il n'y a pas de gens qui aient réfléchi, mais parce que vraiment les conditions de la bataille sont devenues quand même extrêmement difficiles. Et la réponse aussi en face est de plus en plus violente, de plus en plus autoritaire. La réponse est de plus en plus violente. Bon, la réponse a toujours été violente malgré tout. Mais je dirais qu'il y a des époques historiques où, disons, la perspective vers laquelle on se tournait, la perspective qu'on attendait, effectivement, apparaissait beaucoup plus claire et beaucoup plus proche. Parce que, oui, pour affronter un pouvoir qui est extrêmement violent, il faut être porté par une espèce de pas simplement, disons, de sentiment d'indignation, de révolte, mais un sentiment que on est engagé dans une dynamique dont on voit clairement, la fin, dont on voit clairement les buts et les moyens de les atteindre. Or, on ne voit clairement aujourd'hui ni les buts ni les moyens de les atteindre. Il y a, par rapport à ce qui a été dit aussi, ça me fait penser à la philosophe Marie-Josée Monzin qui avait écrit il y a quelques années justement un peu comme dans La haine de la démocratie, une critique de ce qui s'était passé en 2005 avec le traité constitutionnel et, européen. Et dans son ouvrage Confiscation des mots, des images et du temps, elle évoque le fait qu'il y a une confiscation des mots, ça nous empêche aussi d'écrire, d'interpréter justement ce qu'on disait au début par rapport au réel. Quel est votre regard par rapport à ça? Est-ce que le langage, comme disait Wittgenstein, est-ce que ces frontières de langage sont aussi une frontière pour comprendre le monde? Oui, non, mais c'est absolument clair. Bon, donc Marie-Josée Monzin, c'était, disons, au fond, sa question. C'était la question de comment est-ce qu'on peut employer le mot radicalité aujourd'hui autrement que pour désigner une forme de fanatisme religieux et meurtrier, quoi. Mais bon, ça c'est un cas particulier. Mais oui, ce sur quoi moi j'ai toujours insisté, c'est que les mots ont une importance décisive, quoi. Bon, j'ai toujours eu un peu des problèmes avec les historiens, des problèmes aussi avec pas mal de marxistes, bon, pour qui, au fond, tout ça, ce sont malgré les mots, bon, ce ne sont que des mots, les mots sont là pour cacher des choses, et bon, il faut, en quelque sorte, à ce moment-là, regarder derrière les mots, voir derrière les apparences. Bon, je pense que non, il faut tout le monde dire aussi, notamment sur l'émancipation, c'est lié à ça, quoi. C'est-à-dire que si on commence... l'émancipation commence justement parce que le moment où on n'accepte plus les mots qui qualifient la situation dans laquelle on vit. Donc oui, c'est clair que
on le voit bien dans ces périodes, aussi bien par rapport à la pandémie que par rapport à la période électorale. Là, toute notre vie est conditionnée par l'acceptation de systèmes d'interprétation qui sont fondés comme ça, bon, sur un certain nombre de mots. Et c'est au fond, pour moi, le consensus, c'est ça. Le consensus, c'est on ne peut pas, c'est pas simplement le fait qu'on ne peut pas ne pas voter pour pour les gens au pouvoir, c'est le fait qu'on n'arrive même plus à penser et à percevoir autrement que dans ces cadres qui nous sont absolument imposés, tous les jours, par le discours officiel, repris indéfiniment par les médias, commenté indéfiniment par tous les intellectuels plus ou moins intégrés au système, et Dieu sait qu'il y en a. Donc voilà, oui, il y a une espèce de bataille constamment à mener pour arriver à se délivrer de ce véritable carcan que sont les mots qui définissent le monde même dans lequel on vit. Justement, dans l'ouvrage, vous parlez même du populisme, du progressisme, que le pouvoir dominant s'est approprié, qu'aussi comme mot, pour désigner, pour pouvoir diviser. Et ces mots-là, comment se les réapproprier, justement, puisqu'ils ont été vidés de leur sens? Tous les mots ont été vidés tous les mots ont été vidés de leur sens. À commencer par les mots même de politique, les mots de démocratie, on peut dire. Je ne pense pas qu'il faille est-ce qu'il faut se les réapproprier? Je ne sais pas, par exemple, moi, disons, l'idée qu'il faut un populisme de gauche ou un populisme de droite me paraît une aberration. Par exemple, une aberration parce que c'est supposé que la solution au système oligarchique représentatif, ce serait faire en dernière instance une espèce de volonté populaire, au dynamisme populaire qui serait incarné par un homme, qui serait incarné par un chef. Ça, je pense, c'est quelque chose dont il faut entièrement arriver à se libérer. Donc oui, je pense qu'il y a des mots qu'il faut arriver à redéfinir. Peut-être pas trop de mots, mais oui, des mots comme démocratie, des mots comme liberté, des mots comme égalité. Par exemple, prenons le mot égalité. Moi, si vous voulez, je suis très frappé par le fait comment la question de l'égalité est devenue la question des inégalités. Alors les inégalités, évidemment, l'inégalité c'est intéressant parce que c'est des choses qui se mesurent, quoi. C'est-à-dire qu'on pense qu'égalité et inégalité, c'est des rapports de grandeur, quoi. Et les rapports de grandeur, on peut toujours tirer un peu plus d'un côté, un peu plus tirer de l'autre, quoi. Alors ce que j'essaye de dire, moi, non, c'est égalité et inégalité, ce sont véritablement deux manières différentes, ce sont des principes, ce sont des processus, ce sont même des passions, quoi. Voilà, donc il faut donc arriver à repenser des mots comme égalité et inégalité en termes de processus et pas en termes de mesures, quoi. Et de même arriver à redonner sens au mot démocratie en disant la démocratie c'est le pouvoir des égaux. Le pouvoir des égaux actuellement, il n'est nulle part réalisé en tant que forme politique, mais il peut en tant que forme étatique, pardon. Mais il peut se réaliser en tant que forme politique, que forme d'organisation politique, et au fond c'est quelque chose qui est en jeu dans toutes nos actions quotidiennes, quoi. Voilà, moi je pense que d'une part il y a des mots auxquels il faut renoncer, c'est pas la peine de les reprendre, et les mots qu'on reprend, oui, il faut essayer de les redéfinir de manière à la fois très, très, très simple et en même temps qui fassent clairement le partage. Par rapport à tout ce que vous avez dit, là en ce moment on est dans une période électorale, l'élection justement la plus importante actuellement, qui est attendue tous les 5 ans, où justement certains débats se relancent. Quel est votre regard par rapport à cette élection où on voit que les 4 principaux candidats, les 4 candidats qui arrivent en tête justement de cette république de l'opinion, soient de droite, voire d'extrême droite? Je pense que c'est un peu la logique du système, c'est-à-dire que la logique consensuelle, c'est d'abord le fait qu'il n'y a plus d'alternative en matière de gestion économique. C'est la logique du système veut ça. Donc, effectivement, ça veut dire que fondamentalement, ce qui pouvait pendant un certain temps opposer la droite et la gauche, c'était quand même l'idée de privilégier davantage la rentabilité des capitaux ou bien la condition des gens ordinaires, quoi. Or, il est clair que maintenant, tous les partis de droite, de gauche, tous les partis électoraux sont d'accord pour dire que la seule manière d'améliorer la vie des gens ordinaires, c'est d'améliorer la rentabilité du capital. Donc voilà, il y a quelque chose qui est effectivement un partage qui est, disons, qui n'est plus opérant. Et de ce fait, disons, il est clair qu'il n'y a pas fondamentalement de raison d'ôter
doter le pouvoir aux gens qui naturellement raisonnent dans la logique de l'inégalité, raisonnent dans la logique du profit et construisent un peu un monde selon cette logique. Donc voilà, bon, mais bon, ce qui est la situation objective, c'est quoi? La situation objective, c'est qu'il n'y a pas fondamentalement de différence dans les choix fondamentaux. Donc la seule, on peut dire, il n'y a pas de différence pour ce qui est de la libre circulation des richesses. Donc la seule différence qui puisse se faire, c'est par rapport à la libre circulation des populations. Donc au fond, les thèmes de lutte anti-immigration, les thèmes racistes et ainsi de suite, sont les seuls qui aujourd'hui font la différence. Et par conséquent, il s'est constitué l'extrême droite qui effectivement, on peut dire que au fond, les droites ou gauche au pouvoir ont en quelque sorte concédé à l'extrême droite, font la seule différence qui existe dans ce champ-là, quoi. Et par conséquent, il s'est créé cette situation un peu, disons, comique qu'on connaît, quoi, à savoir qu'à chaque élection, donc, bien sûr, l'extrême droite à qui on a confié en quelque sorte le soin de gérer le malaise par rapport à l'ordre mondial, croit bien sûr, et que les gens se disent, ah ben si elle croit, il faut faire attention, donc il faut dire les mêmes choses qu'eux, employer les mêmes mots qu'eux, et éventuellement prendre des mesures racistes pour éviter que le racisme, etc., de croisse. Voilà. Donc là, on est dans cette logique-là où il y a un jeu bien réglé, une extrême droite qui ne cesse de se renforcer grâce aux formes mêmes de soi-disant lutte contre elle. Bon, ça c'est quelque chose un petit peu que j'ai repris plusieurs fois dans le livre, à savoir que les moyens soi-disant de faire le partage, de faire la délimitation avec l'extrême droite ou de s'y opposer, n'ont fait bien sûr que faire circuler indéfiniment ces thèses, faut imposer comme les seules thèses à discuter, comme les seuls enjeux politiques, et font du même coup consacrer les gens en place comme les seuls à répondre à l'extrême droite, c'est-à-dire en fait en réalité à reprendre les mêmes thèmes qu'eux en les gérant différemment. Donc voilà, on est dans cette situation où on peut dire que il n'y a plus de gauche, quoi. Il n'y a plus de gauche, ou alors il y a une espèce de partage complet entre une gauche de terrain, quoi. Une gauche de terrain qui mène des luttes plus ou moins ponctuelles, plus ou moins spectaculaires, et puis des partis de gauche traditionnels, dont les uns ont été tellement intégrés au système que ils sont, disons, ils sont un peu dire épuisés, et puis dont les autres ne savent plus très bien quoi faire, quoi, parce qu'ils n'ont peut-être pas pris la mesure de cette situation, qu'ils veulent toujours avoir un pied malgré tout au sein de ce système d'élection soi-disant démocratique qui en fait est, disons, quelque chose de parfaitement oligarchique et qui a été inventé par les monarchistes. Ils n'ont pour l'instant aucun moyen, aucune vision véritablement pour sortir de cette espèce de piège maintenant d'une soi-disant élection démocratique fondamentale qui est devenue pratiquement le seul acte en quelque sorte politique. Et ils savent pas comment s'en sortir, quoi. Pour terminer cet entretien, avec toute la culture, vu qu'on évoque plein de sujets, les livres, les essais, du cinéma, du spectacle, notamment dans Spectateur émancipé, vous êtes très intéressé justement à la question du théâtre. Et moi, j'aurais voulu savoir, quels sont récemment des films, des spectacles, des livres qui vous ont plu, ou même qui vous ont marqué dans votre vie. Écoutez, je ne saurais pas vraiment vous répondre parce que, disons, je suis un peu un peu extérieur, pour des raisons personnelles. Je ne peux plus tellement suivre la vie des spectacles ces dernières années, donc je ne pourrais pas vous répondre, sauf éventuellement
un secteur un peu limité, bon, qui est qui est le secteur du cinéma, où, bon, notamment je pense aux films de Pedro Costa, donc, sur lesquels j'ai pas mal travaillé, qui ont bon, une manière effectivement complètement différente de faire du cinéma, comme ça, avec, qui brise le partage entre le documentaire et la fiction, c'est-à-dire de faire des films avec donc des ouvriers donc immigrés du Cap-Vert, qui ne sont pas des films documentaires comme ça où on documente la misère des gens, qui ne sont pas des films fictionnels avec des acteurs de cinéma qui se transforment en hommes du peuple, mais essayer vraiment de créer des formes à partir de la vie même des gens, quoi. Et bon, ce qui est un énorme travail, et en même temps, bien sûr, c'est quelque chose de en un sens exemplaire, et en même temps, bien sûr, c'est microscopique, quoi. Donc, voilà, au fond, je pense que la question de la culture, c'est un petit peu ça aujourd'hui, à savoir, bon, il y a des formes éventuellement, des formes dominantes, bon, style Fondation Pinault, que sais-je, enfin bon, des choses comme ça. Et puis, bon, il y a toute une série de gens qui, sur un point donné, essayent de construire un mode de perceptibilité, un mode d'intelligibilité différent des choses, mais c'est à chaque fois un peu microscopique. D'une certaine façon, il y a une effervescence extraordinaire. C'est-à-dire, bon, si on prend ça, tout ce qui se passe dans le monde de l'art, dans le monde de l'art contemporain, bon, où beaucoup d'œuvres sont devenues en fait, disons, des performances qui sont devenues elles-mêmes quelquefois proprement des actions politiques. Donc ça, bon, je dirais qu'il y en a une multitude, je ne vais pas dire c'est celui-là qui est mieux que cet autre, non, mais il y a une multitude effectivement d'actions bon, qui partagent avec bon, toutes les petites formes d'action bon, associatives, politiques à la base. Le fait d'essayer encore une fois, de construire une autre manière d'être au monde et d'être ensemble, et ça reste quelque chose bon, d'entièrement partiel, voilà, qui à chaque fois bon, atteste au fond d'une espèce quand même de perception du monde, et d'une volonté de participer à son changement. Bon, ça reste des changements modestes, mais pour moi, bon, il n'y a pas d'autre chose à faire, quoi. Et puis Aujourd'hui. c'est un début. C'est ça, bon, c'est-à-dire, bon, alors, bon, je sais plus quel texte, je dis, bon, ça recommence toujours, bon, on sait pas jusqu'au bout, etc., bah, jusqu'au bout, en quelque sorte, jusqu'où le commencement va aller, quoi, mais bon, il faut toujours recommencer, et bon, et c'est bien de rester dans un élan, quoi. C'est vraiment génial de terminer cet entretien justement aussi sur votre regard sur la culture. Merci beaucoup Jacques Roncière, donc l'ouvrage est à retrouver aux éditions La Fabrique, et merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous.